On est ravis d'accueillir le professeur Gabriel Perlemutter qui est chef de service à l'hôpital Antoine Béclère en hépato, mais qui fait aussi de la nutrition. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. On va essayer de voir ensemble comment on prend en charge un patient qui a une maladie du foie métabolique. Donc, vous avez vu les différentes lésions élémentaires hépatiques. Un point très important, c'est un changement dans la prise en charge des maladies du foie pour les pathologues. On apprenait qu'on avait cette séquence de lésions élémentaires, stéatose, hépatite, fibrose, cirrhose. Or, la particularité de l'obésité, c'est que 50% des cancers du foie surviennent en dehors d'une cirrhose, ce qui est vraiment nouveau et pose tout un problème. On va le voir pour le dépistage des patients. Alors, je voudrais vous rassurer aussi, la stéatose, c'est pas forcément grave d'avoir une stéatose. Quand on regarde, la stéatose n'est pas corrélée au risque rénal, la stéatose n'est pas forcément corrélée au risque vasculaire, et c'est tout paradoxal. Quand vous empêchez une souris de développer une stéatose, vous la développez au stade de diacylglycérol au lieu d'arriver au stade de triacylglycérol. C'est là où vous l'aggravez, comme si les triglycérides, en fait, c'était une sorte de tampon qui permettait de protéger le foie par rapport aux autres formes de lipides que vous pouvez avoir au niveau du foie. Et si on parle par exemple d'une patiente qu'on avait eue avec Ibrahim Daguerre, que vous avez entendu ce matin, une patiente qui avait une maladie du foie, des transaminases à peine augmentées, comme on a vu tout à l'heure, une gamma-GT élevée, qui avait une élasticité élevée, et elle avait A12 et puis F2 à la biopsie du foie, donc pas très grave. Et tout le problème de cette femme, est-ce qu'il faut, elle était triste, comment on la traite, est-ce qu'il faut ou pas lui dépister son cancer du foie? Et donc, il n'y a aucune recommandation. Donc, cette patiente, on lui a donné des conseils nutritionnels, on l'a mise sous metformine, elle était triste avec une dépression, elle a été mise sous fluoxétine. Et puis, on a décidé de lui dépister le cancer du foie. Vous avez ici les facteurs de risque de cancer du foie, c'est un vrai problème. Et donc, en fonction de votre niveau des transaminases, de votre sexe, de certaines mutations de gènes impliqués dans le métabolisme des graisses, de votre degré de fibrose, eh bien, vous avez ou pas un risque de développer un cancer du foie. Et donc, cette femme n'avait pas, elle ne rentrait pas dans les statistiques, les facteurs de risque, et pourtant, on lui a dépisté le cancer du foie. On lui fait une échographie dans son suivi, il y a un nodule, on lui fait un scanner, il y a un nodule, le professeur Daguerre l'opère, c'était un cancer du foie sans cirrhose, la patiente était classée F2. Voilà, donc tout le problème de cette maladie, c'est qui dépister pour le cancer du foie, et je n'ai pas forcément, malheureusement, la réponse. Alors, est-ce qu'on peut prévenir le cancer du foie? Il y a des médicaments que vous connaissez tous, qui ont été testés, des méta-analyses sur la metformine. La metformine, statistiquement, protège du cancer du foie, mais n'est pas recommandée en dehors du diabète pour la prise en charge, ce qui ne faut pas dire qu'il ne faut pas la mettre. Pareil pour les statines. Pareil pour l'aspirine. Et quand on prend d'autres papiers, on essaie de croiser un peu. Quand on regarde ce qui est fait chez le macaque qui n'a pas de diabète, qui n'a rien du tout, on lui donne pendant 40 mois de la metformine, eh bien, on le fait vieillir moins vite. Et nous, on a décidé de mettre facilement nos patients sous metformine, même en l'absence de diabète. Pour l'aspirine, c'est un papier tout récent qui vous montre que l'aspirine diminue la stéatose de façon statistiquement significative. Tout le problème de l'aspirine, c'est qu'en prévention primaire, les neurologues n'aiment pas du tout parce que ça augmente le risque de saignement cérébral, surtout après l'âge de 60 ans. Vos patients ont souvent une hypertension artérielle. Qu'est-ce qu'on fait pour l'hypertension artérielle? Aussi bien dans des modèles murins que chez des patients. Traiter un patient par un inhibiteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine ou un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2 diminue le risque pour votre patient de faire une maladie du foie grave, diminue le risque évolutif. Et en fait, les pathologues doivent se retrouver comme maintenant un cardiologue pour la prise en charge de l'hépatopathie. Je trouve ce qui en fait est rassurant parce que je pense que en fait, tout ça, ce n'est pas une maladie du foie, et on pourra en discuter, c'est vraiment une maladie globale, métabolique, liée au métabolisme. Se pose également le problème du risque cardiaque, puisque la première cause de décès des patients qui ont une maladie du foie reste le cœur, et là, que vous preniez les consensus sur le foie ou des cardiologues, eh bien, il n'y a rien. Il n'y a rien de clair. Vous ne savez pas s'il faut lui faire une épreuve d'effort, un score calcique coronaire, un coroscanner, un échodoppler des troncs supraortiques. Vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune recommandation. Et donc, nous, on a mis en place des réunions de concertation pluridisciplinaires où on décide pour les patients qui ont des stéatopathies métaboliques, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'il faut recommander pour vos patients qui ont une stéatopathie métabolique? Quant à l'alcool, c'est aussi très compliqué.
L'alcool, dès le premier verre, du fait de son effet œstrogène-like, augmente chez la femme le risque de cancer du sein. En ce qui concerne le risque métabolique, un verre diminue le risque métabolique. Mais bien sûr, en termes statistiques, dès le premier verre, vous diminuez l'espérance de vie. Et donc, c'est pour ça que les recommandations, c'est de ne pas boire du tout. Nous avons montré que quand vous consommez de l'alcool, vous avez une inflammation qui potentialise celle induite par l'obésité au niveau du tissu adipeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? En même temps, toutes mes patientes qui vivent plus de 90 ans, elles ont toutes leurs petits verres de vin, absolument, toutes leurs petits verres de vin, une fois par jour. Et ça, c'est vrai aussi. Alors, quand vous avez de l'alcool et de l'obésité, une mutation PNPLA3, alors là, vous faites exploser votre risque de développer une maladie grave du foie, que ce soit une cirrhose ou un cancer du foie, et vous augmentez la mortalité. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer? Excusez-moi, c'est aller à toute allure, mais je peux vous le faire, dis donc. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Vous pouvez proposer, en fait, chez un patient qui est en surpoids, l'alcool, c'est... Ce serait sympa qu'on puisse me le remettre, même si je n'ai pas forcément besoin. Voilà, l'alcool, c'est le moins possible quand vous êtes en surpoids, parce que vous allez entraîner une inflammation du tissu adipeux. De même, quand vous avez une mutation PNPLA3, quand vous prenez du café, ça vous protège. Alors, il y a des mutations aussi, voilà, j'y arrive là, des mutations qui vont aggraver la stéatopathie métabolique. La mutation PNPLA3 empêche, en quelque sorte, la mitochondrie de fonctionner normalement et entraîne une accumulation de lipides toxiques au niveau du foie qui ne sont pas forcément des triglycérides. Et en fait, quand vous jeûnez, c'est un papier tout récent, vous faites un découplage des fonctions mitochondriales et vous améliorez les patients. Et se pose donc le problème pour ces patients, qu'est-ce qu'il faut manger, combien on en mange et quand est-ce qu'on le mange, sachant que le métabolisme n'est pas le même le jour et la nuit, vous le savez. Et donc, il a été proposé de faire du jeûne intermittent, c'est-à-dire diminuer les moments où on mange pour diminuer les sécrétions d'insuline en supposant que ça va avoir un effet bénéfique. Il y a deux grands types de jeûne intermittent, le jeûne 16-8, où pendant 16 heures par jour, vous jeûnez, 8 heures par jour, vous mangez, ou le 5-2, 5 jours par semaine, vous mangez, 2 jours par semaine non consécutifs, vous jeûnez. Et donc, les publications montrent que quand, par exemple, vous sautez le petit déjeuner, l'effet sur votre insulinosécrétion, sur la leptine, sur le GLP-1 vont être différents par rapport à quand vous prenez un petit déjeuner. Et ça explique certains résultats récents sur le jeûne intermittent. Quand vous faites un jeûne intermittent 16-8 en prenant le petit déjeuner, en élargissant le dîner, vous allez beaucoup plus vous améliorer que quand c'est le dîner que vous prenez, vous sautez le petit déjeuner en termes métaboliques. Pareil pour le jeûne 5-2, quand vous avez un diabète récent et que vous faites un jeûne 5-2 chez des personnes avant 60 ans, vous êtes plus efficace qu'un traitement par metformine ou que par glyphosine. Et par conséquent, il a été proposé dans le monde de l'hépatologie de modifier les moments où vous pouvez manger. Vous avez en haut, c'est plutôt néfaste, sauter le petit déjeuner, grignoter dans la matinée, grignoter après le dîner. Et le mieux, c'est petit déjeuner de roi, déjeuner de prince et dîner de pauvre. Le jeûne type ramadan pourrait aussi être intéressant en fonction de votre mode de réalimentation après. En ce qui concerne ce que vous pouvez manger, il y a aussi le problème de la viande rouge, des œufs, de la choline. La choline, la viande rouge, comporte de la carnitine qui va être transformée par le microbiote intestinal en ce qu'on appelle en TMA, puis va passer par la veine porte au niveau du foie et être transformée en TMAO, et donc être toxique aussi bien au niveau du foie qu'en termes cardiovasculaires. Et ce qui est très compliqué, c'est que c'est aussi des courbes en J, comme vous pouvez le voir pour les œufs, puisque quand vous n'avez pas assez de choline, c'est toxique pour le foie, vous faites une stéatose. Quand vous en avez trop, vous faites aussi une stéatose. Pour la viande rouge, c'est tout de suite toxique. Voilà, en termes de traitement médicamenteux, vous avez des traitements en cours de recherche, par exemple les agonistes pan-PPAR, qui vont faire des agonistes PPAR alpha, gamma, delta notamment, qui pourront avoir probablement un effet intéressant sur la résistance à l'insuline, sur la stéatose et peut-être sur la fibrose. Vous avez les agonistes, on en a parlé, vous savez ça, GIP-GLP1 ou GR-GLP1, donc qui sont très efficaces, qui ont obtenu l'AMM aux États-Unis et que nous, on utilise allègrement chez nos patients.
Et vous avez le nouveau médicament, le resmetirom, c'est en quelque sorte un médicament qui va entraîner une hyperthyroïdie au niveau du foie. Donc tout le monde est très excité. Quand vous regardez, c'est efficace dans environ 20% des cas. Le placebo est efficace dans 10% des cas. C'est extrêmement coûteux. Donc vous avez clairement 15% des personnes chez qui ça peut être efficace. Et quand on réfléchit à ce que je vous ai montré avant, je pense, ça n'engage que moi, comme du fait de ses propriétés, ce serait à mon avis efficace, en particulier chez les personnes qui ont une mutation, le polymorphisme PNPLA3, du fait des propriétés de ce médicament sur le découplage mitochondrial. C'est ce que je pense. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Alors, qu'est-ce qu'on mange ? Quand on a une maladie du foie, on se retrouve avec une alimentation de type méditerranéenne, pauvre en viande, riche en acides gras insaturés, notamment oméga 3, un peu oméga 9. Si c'est de la viande, c'est de la viande blanche, très riche en légumes, assez riche en fruits, pauvre en laitage. Et quelles que soient les fiches qu'on donne par exemple à nos patients dans le service, quel que soit l'âge, et ça c'est très encourageant, auquel on commence à changer son alimentation, eh bien on est efficace sur l'espérance de vie et bien évidemment sur le foie. Et tout récemment, il y a une étude sur 100 000 personnels de santé qui est sortie dans Nature Médecine, c'est vraiment quelques semaines, qui corrobore en fait l'intérêt de l'alimentation méditerranéenne, corrobore ce que je vous ai montré sur l'alcool, que ça dépend du type d'alcool que vous consommez, quand vous le consommez, et que quelque part c'est très rassurant de voir qu'on peut prouver scientifiquement, je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais ça a le mérite d'être publié au très haut niveau, que quand vous mangez mieux, vous vivez mieux. Voilà, donc pour conclure, ça c'est ce qu'on recommande à nos patients. Pour conclure, je voulais vous remercier pour cette invitation et je voulais reprendre ce que disait Aristote, si je peux repasser en arrière, parce que ça permet, quand vous soignez un patient, vous avez l'anxiété du patient, vous avez l'anxiété du médecin, vous avez les recommandations des sociétés savantes. Et si on fait juste ce qu'il y a dans les sociétés savantes, on n'a plus besoin ni du médecin, on fait sur de la médecine ChatGPT qui reprend ce qu'il y a. Or, traiter un patient, ce n'est pas juste ces sociétés savantes, c'est adapter les craintes du médecin, la réflexion du médecin à celle du patient pour que le patient accepte, et c'est le plus difficile, d'entrer le malheureux dans sa maladie. Et Aristote avait dit, si donc on possède la notion sans l'expérience et que connaissant l'universel, on ignore l'individuel qui est contenu, on commettra souvent des erreurs de traitement car ce qu'il faut guérir, c'est l'individu. Donc savoir sortir des sociétés savantes, moi je l'ai beaucoup appris pendant mes études. Au début j'étais très sur les sociétés savantes, très sur les recommandations, et puis en vieillissant, on se rend compte qu'il faut savoir penser outside the box, comme on dit, pour pouvoir mieux prendre en charge les patients. Donc je voulais vous remercier, c'est toutes les personnes qui travaillent avec moi, aussi bien à Béclair qu'à l'INSERM, qu'à Paris-Saclay, comme on ne fait jamais aussi bien la pub que par soi-même. Voilà les livres que j'ai écrits, si ça vous plaît. Merci beaucoup.